m'appelle Louva, qui est auto-entrepreneuse et future doctorante à l'Université Paris 1 Sorbonne, et donc qui est juste là. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Je vais te laisser présenter ça. Et puis... Merci. Est-ce qu'on commence peut-être par la présentation des RAF? Je ne sais pas si du coup vous aviez changé l'ordre. Super. Alors, avant de me présenter moi-même, je vais présenter le réseau des RAF, donc Rassemblement et Associations issues de formation en ergonomie. Donc, comme son nom l'indique, c'est un réseau qui cherche justement à on va dire, créer une émulation collective entre toutes les promotions d'ergonomie qu'il peut y avoir en France. Donc, que ce soit juste des groupes d'étudiants ou des associations qui se sont montées, parce qu'il y a plusieurs formations d'ergonomie dans lesquelles on retrouve des associations. Je ne sais pas si mes camarades en ont parlé. Je sais qu'il y en a une donc à Orléans, donc je me souviens plus le nom. Si Théo est encore là, il va peut-être pouvoir mettre le nom. À Bordeaux, c'est Bi-Ergo. À Lyon, c'est ADEL, Association des étudiants ergonomes de Lyon. À Paris 1, là où je suis, c'est le réseau Ergonomie Paris 1. Enfin bref, après, vous en avez plein d'autres. Il y a ADEO, Association des ergonomes d'Orsay, et Ergopsy 8. Et donc, ADO et Ergopsy 8 et ADEL, dont j'ai fait partie avec Thibaut, sont les trois associations qui ont, on va dire, lancé l'émergence des RAF. On avait présenté une petite contribution à la SELF 2019 à Tours, dans lesquelles, justement, on a réfléchi au futur collectif qu'on peut avoir dans des associations, quoi. Et du coup, à la fin, on s'est dit comment est-ce qu'on peut créer quelque chose de collectif, et donc on a proposé les RAF. Aujourd'hui, on y accueille tous les étudiants en ergonomie, toutes les associations qui existent aussi. Les très jeunes diplômés, on s'adresse plutôt aux personnes qui sont maximum 2 ans post-diplôme, parce qu'après, sinon, il y a d'autres structures qui prennent le relais, comme Jeunes Pratiquants en réflexion. Il y a pour les doctorants le réseau Jeunes Chercheurs en Ergonomie, les RJCE. Après, il y a la SELF, etc. Donc voilà, nous, on s'adresse plutôt à cette cible particulière, et l'objectif, c'est vraiment de créer un réseau et faire en sorte qu'on puisse créer des projets tous ensemble pour pour éviter qu'on ait juste des projets entre étudiants à Lyon, entre étudiants à Orsay, mais vraiment avoir quelque chose d'un peu plus collectif. Les 2 projets, si vous pouvez passer à la slide après, les 2 projets qu'on a en ce moment, c'est le premier, les échanges transuniversitaires. Alors, très amusant, puisqu'on est actuellement en train de lancer justement un questionnaire que je vous mets tout de suite dans le chat pour organiser les échanges transuniversitaires pour 2022, qu'on aimerait faire en format hybride, à la fois en distanciel, à la fois en présentiel. Donc, on a fait un petit questionnaire justement pour demander un peu quelles sont les thématiques que vous voulez qu'on explore, quelles sont les dates et les lieux qui vous arrangent. Qu'est-ce que c'est que les études? Les études, c'est un espace de débat en fait qu'on a lancé suite à la crise sanitaire et tous les confinements qu'on a pu avoir, parce qu'on s'est rendu compte que tous les étudiants se posaient la même question, c'est-à-dire du coup, comment est-ce que je fais mes analyses d'activité quand je ne peux pas avoir accès au terrain physique, quand je ne peux pas avoir accès aux opérateurs? Du coup, comment est-ce que je fais des analyses d'activité? Donc, on a organisé ces échanges effectivement sur l'ergonomie en période de crise sanitaire, je crois que c'était le nom de 2020, si je ne dis pas de bêtises, 2020. Oui, 2020. Et donc, voilà, c'était 4 sessions qui ont été organisées sur 4 jeudis consécutifs, des sessions de 2 heures dans lesquelles on vient discuter justement de thématiques particulières, et dans lesquelles c'est vous qui venez nourrir ces débats. Nous, on est juste là pour animer, et après, c'est vous qui donnez des solutions, qui questionnez les autres, etc., à propos de vos problématiques réelles. Donc, c'est toujours des échanges qui sont très intéressants. L'année dernière, on les a organisés sur la thématique de devenir ergonome, en questionnant principalement quels sont nos outils, c'est la singularité des interventions, etc.
Donc voilà, cette année, la thématique est encore en cours de réflexion. N'hésitez pas à venir contribuer en répondant au questionnaire pour qu'on puisse être au plus proche de vos besoins. Le deuxième projet qu'on a, c'est Parlons peu, parlons ergo, un podcast de vulgarisation des connaissances autour de l'ergonomie. Donc on a monté ça avec plein de personnes. On est une équipe d'une quinzaine de personnes maintenant. Et donc, voilà, c'est des podcasts. J'ai pas grand-chose à rajouter dessus. On voulait un média qui n'avait pas encore été exploré en ergonomie, dans le monde de l'ergonomie. Donc, voilà, les podcasts. Vous avez le QR code pour accéder à notre page Podcastix qui est l'endroit en fait, où on a tous nos épisodes. Voilà, du coup, pour passer sur mon profil, moi, je m'appelle Eva Goulois et j'ai un parcours, on va dire, un peu particulier, au-delà du post-master, parce qu'effectivement, j'ai fait un contrat de professionnalisation et aujourd'hui, je suis en train de lancer une thèse. Pour revenir un peu plus en avant, après mon bac, moi, j'ai fait une licence de psychologie. Alors, je pense que je ne suis pas le profil le plus typique des ergonomes parce que moi, je suis rentrée en psychologie dans la volonté justement de pouvoir faire de l'ergonomie après parce que j'ai découvert l'ergonomie assez tôt. Du coup, j'avais vraiment envie de faire ça. Pourquoi la psychologie? Déjà parce que ça m'intéressait et parce que je sais que les concepts de psychologie du travail sont assez proches de l'ergonomie, et en particulier là où je l'ai fait, c'est-à-dire à Lyon, où voilà, on a des profs qui sont assez proches de l'ergonomie, dont quelques profs qui potentiellement peuvent se retrouver dans les podcasts. Je vous laisse aller nous suivre. Sinon, après, je suis rentrée au M1 ergonomie à Lyon 2, donc avec Thibaut, qui nous a fait sa petite présentation juste avant. Et puis, moi, vu que je connaissais l'ergonomie depuis déjà un certain temps, j'avais mon projet professionnel qui était déjà plus ou moins tracé dans ma tête. Et j'avais envie d'explorer une certaine thématique particulière qui était la thématique des espaces. Et notamment avec la volonté de pouvoir, dans le futur, avoir la double casquette intervenante et chercheuse. Donc, voilà, on voit bien pourquoi la thèse aujourd'hui. Et tout ça sur la thématique vraiment de l'architecture et m'entourer d'une équipe aussi d'architectes. Rien de tel que le master de Paris 1 pour répondre à cette question-là, parce que, voilà, comme son nom l'appelle, c'est le master 2 ergonomie, organisation et espace du travail, dirigé par Nadia Eddad, qui est, on va dire, la référence dans le monde des espaces du travail, dans l'architecture et ergonomie. Donc, c'était évident d'aller là-bas. À savoir que donc le master à Paris 1 n'est qu'un master 2. Il n'y a pas de master 1. C'est pour ça qu'il fallait forcément que j'ai un master 1 avant de pouvoir rentrer à Paris 1. Et il y a aussi une formation en DU, diplôme universitaire, qui est une formation un peu plus courte, qui s'apparente à un M1. Mais du coup qui n'est pas considéré comme un M1, mais voilà, qui se base un peu plus, on va dire, sur comment est-ce qu'on construit un diagnostic, alors que le master, lui, va beaucoup plus loin et vraiment nous entraîne à devenir intervenant, à être, c'est vraiment un master professionnalisant qui est assez intéressant, puisqu'il est organisé vraiment pour les formations continues. À la base, en fait, il appartient donc au FCPS, de l'Université Paris 1, formation continue, je ne sais pas exactement. Mais donc, en gros, c'est pour les personnes qui sont plutôt en reprise d'études, même s'ils acceptent, bien évidemment, les personnes en formation initiale. Donc, l'organisation est un peu bizarre et déroutante, vu qu'il est organisé vraiment pour les personnes en reprise d'études, puisqu'en fait, on n'a qu'une semaine de cours par mois. En fait, on commence en septembre et on a une semaine de cours par mois, sauf sur certains mois, octobre, mai et juin, je crois, quelque chose comme ça, où il y a 2 semaines de cours. Sinon, en fait, voilà, le reste du temps, si vous êtes en formation initiale, du coup, vous êtes en train de chercher votre stage. Si vous êtes en contrat de professionnalisation, puisque le master est ouvert aux personnes on peut faire un contrat d'apprentissage à Paris 1, du coup, vous êtes en entreprise le reste du temps. Et pareil pour les personnes qui sont en reprise d'études, le reste du temps, ils sont sur leur emploi
pour lequel ils sont en train de faire une reconversion professionnelle, quoi. Donc, c'est assez intéressant. Et ce qui est aussi particulier et que je trouve vraiment génial, c'est le fait que tous les vendredis de ces semaines de cours, le vendredi après-midi est vraiment focalisé sur vos terrains, vos stages, vos difficultés. Vous faites des présentations, donc on arrive le matin, on essaie de s'organiser, et l'après-midi, du coup, il y a on va dire quatre étudiants qui viennent présenter quelque chose, donc leur reformulation de la demande pour la faire valider par l'équipe pédagogique, etc. Alors, je vois la slide, effectivement, le Master 2, il y a 3 semaines de spécialité qui sont obligatoires, donc on doit suivre les 3 semaines de spécialité, et ensuite on doit choisir un dossier à faire, donc ça fait partie de nos évaluations. On doit choisir parmi la spécialité IHM, architecture ou économie, à savoir que la spécialité architecture est réalisée en partenariat avec l'École nationale d'architecture de Paris, la Villette. Donc, on a des étudiants architectes qui suivent la semaine de spécialité architecture avec nous, et on a notamment en fin de semaine un atelier organisé avec eux pour faire des maquettes. Donc, on crée nos propres maquettes en réponse à un vrai problème qui nous est présenté par Nadia, et dans lequel, en fait, on va vraiment essayer de chercher à faire des groupes de travail, faire des simulations d'activités, etc. Donc, on est vraiment confronté au réel. C'est ce qui est assez intéressant à Paris 1, c'est qu'il y a énormément d'activités et énormément de TD dans lesquels on fait des travaux de groupe et où on est vraiment confronté à la réalité, et où voilà, les exercices sont vraiment collés sur la réalité. On a un exercice, par exemple, d'appel d'offres dans lesquels les profs font un espèce de roleplay assez amusant. Donc, on a le choix entre 3 appels d'offres différents sur lesquels on va travailler en groupe. Une fois qu'on a fait le choix de notre appel d'offres, les profs, en fait, vont tout simplement prendre le rôle du RH, du directeur de l'entreprise, du manager, etc. Et nous, en fait, on va organiser l'entretien, on va préparer nos questions, on va les poser aux profs qui vont répondre comme un RH, comme un directeur. Et ensuite, par rapport aux réponses, on va organiser notre reformulation de la demande, notre propal, notre proposition d'intervention ergonomique, avec tout ce qui va bien sur un appel d'offres. Donc, on fait la reformulation, on fait aussi les timings, le planning, on doit aussi budgétiser, etc. Et on va aller présenter ça aux profs qui ont toujours ce roleplay et qui vont nous faire des retours comme un vrai RH, comme un vrai directeur. Et donc, à la fin, bien évidemment, les masques tombent et ils nous font un vrai retour d'enseignants. Mais c'est assez intéressant parce que du coup, on se confronte vraiment à la réalité et au retour qu'il peut y avoir de la part des RH, de la part des directeurs, par exemple. Un autre TD qui est assez sympathique, c'est le TD de quasi début d'année qui est organisé en novembre. Donc, vous voyez, 3e semaine de cours, dans lequel, en fait, on va au zoo de Vincennes. Je crois que c'est sur une des slides, si vous la retrouvez. Je ne suis pas du tout en train de suivre la trame, donc ils doivent être perdus, les pauvres, je suis désolée. Du coup, le TD qui est organisé, on va aux zoo de Vincennes et en fait, on a différents métiers sur lesquels on va s'organiser en groupe et venir faire des analyses d'activités. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est vraiment en relation avec le directeur du zoo de Vincennes pour qui on va faire une vraie restitution de nos analyses. Donc, on va passer une demi-journée le matin à faire nos analyses d'activités en groupe. Et l'après-midi, on a un temps dédié en autonomie pour travailler en groupe justement sur nos analyses. Et le lendemain matin, on présente ça au directeur du zoo. Donc, c'est vraiment très intéressant parce qu'on a aussi son retour à lui, donc qui est sensibilisé à l'ergonomie maintenant, mais qui nous fait un vrai retour et c'est très intéressant. Du coup, vu qu'on est sur cette slide, je vais vous parler du stage que j'ai fait et qui m'a un peu marqué. C'est surtout, je vous en parle surtout pour vous rassurer, parce que je sais que pour ceux qui débutent dans l'ergonomie, c'est parfois déroutant, cette phase de reformulation de la demande. Donc, à savoir que moi, j'ai fait 2 fois le Master 2. Une fois dans une entreprise qui s'appelle Plasticomium, qui est un équipementier automobile qui crée, on va dire,
Enfin, ils ont différentes spécialités, mais moi, la division dans laquelle j'étais, c'était la partie carrosserie. Donc, en fait, ils font les portières de voiture, les bumpers, je sais pas le mot en français, mais les pare-chocs, c'est ça, les pare-chocs avant, les pare-chocs arrière, les haillons de coffre, etc. Donc, toutes les parties qui sont plastiques, quoi. En fait, je suis rentrée en contrat de professionnalisation avec une demande qui était assez claire de la part de ma tutrice qui était ergonome de l'activité, donc formée dans un master qui est reconnu par le CE2. Donc, à la base, c'était rassurant, sauf qu'en réalité, je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout quelque chose qu'elle avait gardé dans sa pratique de l'ergonomie, malheureusement. Et donc, c'était très compliqué de jongler, en fait, entre les acteurs de l'entreprise qui avaient des représentations très biomécaniques, très, voilà, monde de l'industrie, monde de l'automobile, donc plutôt sur de la cotation de poste, etc. Ma tutrice qui essayait de jongler un peu entre les deux, et moi, les attendus universitaires qui étaient vraiment du côté de l'ergonomie de l'activité. Donc tout ça pour vous dire que ma reformulation de la demande, que je croyais qui allait être très simple, a en fait pris 8 mois. J'ai galéré pendant 8 mois pour essayer de faire une reformulation de la demande qui convienne à tout le monde et surtout qui me convienne à moi aussi. Donc voilà, il faut pas paniquer et se dire ah mon Dieu, j'arrive pas à faire ma reformulation de la demande. En contrat de professionnalisation, c'est un peu particulier à Paris parce qu'on rentre effectivement sans faire de reformulation de la demande, ce qui n'est pas le cas pour les personnes qui font un stage ou qui sont en reconversion professionnelle. Si on rentre en stage, en fait, avant de rentrer dans l'entreprise et pour pouvoir signer la convention de stage, il faut avoir fait sa reformulation de la demande justement pour éviter ce genre de problématiques. Ils ne le font pas vraiment sur les contrats de professionnalisation parce qu'on n'a pas le temps, en fait, tout simplement. Voilà. Je crois que la slide d'après, justement, c'est sur mon parcours. Donc, comme ça, voilà, parfait. Je peux vous expliquer pourquoi j'ai fait 2 fois le master. Donc, en fait, à la fin de mon année qui m'a pris 8 mois de reformulation, vous voyez qu'il n'y a pas non plus masse de temps après pour faire le reste de l'intervention. Et en plus, c'était tombé pendant les confinements, etc. Donc, vraiment une grosse galère. Au final, j'ai réussi à faire des analyses de l'activité, mais j'ai été confrontée à énormément de problématiques. Et en fait, à la fin de mon année, j'ai tout simplement appelé Nadia en lui disant que voilà, j'en pouvais plus et que j'en avais marre et que je voulais arrêter. Parce qu'à la base, je devais continuer encore et faire un stage en fait en prolongation, justement pour avoir le temps de finir mon intervention. Sauf qu'en fait, j'en pouvais plus et donc j'ai appelé Nadia qui, à ce moment-là, en fait, a reçu une offre de la part de Cardam, l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon 12e contrat de professionnalisation, qui est une entreprise, on va dire, multimétier dans laquelle ils sont spécialistes des projets en immobilier professionnel. Donc, en fait, il y a toute une team d'architectes, d'aménageurs, designers d'espace, etc., qui vont venir prendre un projet de A à Z pour leurs clients. Donc, par exemple, ils vont refaire le siège social de Orange, et du coup, ils vont prendre ils vont pouvoir répondre de la proposition donc, de la rédaction du programme architectural, c'est-à-dire le cahier des charges en architecture, jusqu'à la livraison du bâtiment. En réalité, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne peuvent pas faire à la fois le programme et répondre en tant qu'architecte, mais en gros, ils ont les capacités de le faire. Donc, vous voyez tout de suite que ça vient totalement répondre à mon projet professionnel, surtout que j'ai intégré la cellule R&D, recherche et développement, donc avec aussi cette casquette un peu recherche qui m'intéressait beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai continué avec eux pour faire un doctorat sur la question alors ce qu'on a appelé les espaces tiers d'enseignement, c'est-à-dire en fait tous les espaces que vous allez trouver à l'extérieur des salles de classe et qui sont aujourd'hui investis pour faire de l'enseignement ou de l'apprentissage. L'exemple un peu didactique, c'est celui où on se retrouve dans le couloir pour discuter avec les profs, avec d'autres étudiants. On peut faire nos TD dans la cafétéria, etc. Donc tout ça, c'est des espaces qui, à la base, ne sont pas des espaces d'apprentissage ni d'enseignement, mais qui aujourd'hui sont réinvestis par les acteurs
pour répondre à leurs besoins. Donc moi, mon objectif, c'est d'aller analyser tout ça pour essayer d'outiller les architectes pour, du coup, comment est-ce qu'on conçoit ces espaces-là pour que, justement, ils soient des espaces d'enseignement et d'apprentissage. Forcément, ça a été très facile de les convaincre parce qu'ils recrutent beaucoup de doctorants dans cette entreprise-là et ils sont vraiment dans cette démarche-là, surtout que j'étais dans la cellule R&D. Et en plus de ça, ils avaient déjà une doctorante en ergonomie sur le sujet du flex office. Donc, c'était d'autant plus facile. En plus, j'ai le même directeur de thèse qu'elle, Nadia Haddad, ma co-directrice de thèse, etc. Donc, ça a été très facile de négocier avec eux. Donc, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de refaire un autre M2 parce que je savais très bien que ça allait être totalement en cohérence avec mon projet professionnel et qu'il y aurait des débouchés par rapport à ça. Donc, l'apprentissage qu'on peut avoir derrière ça, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de... j'ai pas envie de dire l'échec parce que justement, c'est pas un échec, mais en tout cas de recommencer et de poursuivre justement... De refaire les choses de zéro parce que potentiellement, il y a des opportunités à la fin. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très claire dans ma présentation, mais vous poserez les questions s'il faut. Je ne sais pas s'il y a encore une autre slide, si je dois compléter. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des choses. C'est bon, vous avez bien présenté toutes les slides. Et, en tout cas, de mon côté, c'était très clair. Et du coup, vous pouvez poser, tout le monde peut poser des questions dans la discussion. Donc, n'hésitez pas à en poser. Super. Et du coup, si jamais vous avez des questions après, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou même par mail. Je crois que sur mon LinkedIn, il y a mon mail, donc vous pouvez totalement. Je crois que j'ai oublié de le préciser, mais en plus du partenariat qu'on a sur la semaine architecture, on a deux profs qui ne sont pas ergonomes, deux intervenants qui ne sont pas ergonomes. Un qui est architecte, qui s'appelle Michael Fenker, et qui justement est enseignant à l'École nationale d'architecture, l'École nationale supérieure d'architecture, l'ENSA de la Villette. Et notre deuxième intervenant qui n'est pas ergonome, c'est Eric Amraoui, qui est philosophe. C'est assez intéressant parce que, on va dire, le master de Paris 1 s'inscrit dans une autre école que les autres masters qui ont pu être présentés, sans vous faire tout un cours d'histoire de l'ergonomie. Si on remonte vraiment à la racine de l'ergonomie, on a deux grandes figures. On a Alain Wissner et Pierre Casamian. Alain Wissner a donné naissance à énormément des formations que vous retrouvez en ergonomie aujourd'hui, tout ce qui est CNAM, Lyon, Bordeaux, etc. Parce que Alain Wissner a formé énormément de monde. Et vous avez de l'autre côté Pierre Casamian, qui a donné naissance à un seul master, qui est le master 2 de Paris 1. Et du coup, en fait, on a un point de vue qui est un peu différent des autres, qui est un peu intéressant, parce qu'il est vraiment très orienté sur la clinique du travail, donc plutôt du côté, on va dire, un peu plus psychologique. Et donc, on est vraiment très proche de tout ce qui est philosophie, psychologie, etc. Donc vraiment, je pense que si vous discutez avec des gens de Paris 1, vous voyez tout de suite qu'ils ont un point de vue un peu différent et qu'ils sont issus de Paris 1. En tout cas, moi je le ressens très rapidement. Je vois qui est Paris 1 et qui ne l'est pas. Donc voilà, pour compléter. Est-ce que vous avez eu des propositions d'offres d'emploi auxquelles vous n'avez pas accepté car vous souhaitiez poursuivre en thèse? Alors, à la base, en fait, j'ai vu Lisa qui a été ma collègue chez Cardam. On était toutes les deux à Paris 1 et on a toutes les deux fait notre contrat d'alternance à Cardam. Et donc, en fait, à la base, ils nous ont recrutés pour pouvoir nous former justement à être consultants. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas vraiment, prêts à recruter des ergonomes en tant que consultants parce qu'ils ne sont pas prêts encore à changer leur process pour pouvoir proposer de la vraie ergonomie. C'est pour ça que le doctorat les arrange plutôt parce que forcément, ils peuvent y mettre de l'ergonomie sans changer tout leur process actuel.
parce que c'est assez rationalisé, hein, justement. Mais voilà, à la base, en fait, on devait être recruté pour ça et au final, ils ne nous ont pas proposé d'offre d'emploi à la fin, sachant que moi, de toute façon, je voulais faire ma thèse. Mais non, je n'ai pas vraiment eu de proposition. Après, je n'ai pas vraiment cherché non plus, donc voilà, ça a arrangé tout le monde. Et pour te répondre, du coup, Lisa, on n'a pas encore envoyé le dossier. On est toujours en train de travailler sur la proposition du sujet. D'ailleurs, si des personnes sont intéressées par des thèses ici, n'hésitez pas à me contacter pour me poser des questions ou bien contacter d'autres personnes parce que pour le moment, moi, je suis au début, donc je ne connais pas encore tout. Mais pour savoir un peu comment ça se passe et comment est-ce que justement on rentre dans le monde du doctorat. J'en suis à ce moment-là, donc ça va, je maîtrise. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, vous pouvez peut-être passer à la suite. Alors, merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir répondu aux questions aussi. C'était très intéressant et du coup, on va retrouver Marie Calland, du coup, qui va présenter son parcours.